Dans cette partie de la conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Daniel Ménard, DM, ils discutent du fait de supporter sa parole lorsqu'on communique de l'information à quelqu'un en difficulté. BDM explique que cela demande un certain niveau de centrisme et de conscience pour réaliser que ce que l'on dit est vrai. Il souligne que notre ego cherche toujours à être dans la vérité et à éviter l'erreur, mais que lorsque l'homme accède à un niveau mental supérieur, il se libère de cette tension entre vrai et faux. Il dit que la vérité est une facette de la réalité et qu'il y a toujours de l'erreur en elle, car dans une planète expérimentale, la vérité ne peut pas être absolue. Lorsqu'un homme parle à partir d'une conscience intégrée, il est libre de la tension entre vrai et faux et devient créatif dans son discours. À mesure que l'homme développe cette centricité et s'habitue à supporter sa parole, il se libère de la polarisation entre vrai et faux et entre dans la réalité de sa conscience mentale. C'est ainsi qu'il peut apporter une nouvelle science qui éclaire l'évolution de la conscience. DM note que le fait de supporter la parole est souvent associé à un effort, mais BDM explique que cela vient du fait de voir l'effort comme une souffrance. Une fois qu'on élimine le vrai et le faux, l'effort disparaît. Dans cette discussion, Bernard de Montréal explique le concept de la science de l'esprit, qui diffère de la connaissance basée sur l'expérience et l'analyse des hommes. Il souligne que l'homme piégé par la vérité et le mensonge ne peut pas accéder à cette science qui permet une maîtrise de la vibration et une libre exploration de tous les domaines. La conscience occulte est présentée comme la base de toutes les autres sciences, dépassant les limites de la connaissance subjective. Il est également mentionné que celui qui a conscience de sa parole ne vivra pas une vie contraire à celle-ci, contrairement à celui dont la parole est inconsciente. Dans cette conversation, il est souligné que pour qu'un individu puisse avoir une cohérence dans sa parole et ses actions, il doit évoluer vers une conscience supramentale et sortir de l'expérience. Lorsque l'homme vit une expérience, sa parole est influencée par sa mémoire et son besoin de se vérifier, ce qui peut rendre sa parole temporaire et variable. Pour développer une identité et une continuité dans sa parole et son action, l'homme doit atteindre une évolution de sa conscience. Il n'est pas nécessaire de s'explorer à l'intérieur de la parole, mais plutôt d'explorer simplement la parole pour se découvrir soi-même. Tester ou vérifier constamment sa propre parole peut conduire à des états névrotiques ou d'anxiété. La parole créatrice est un outil permettant à l'homme d'étudier son action dans le monde, mais lorsqu'elle n'est pas mentale, elle peut être influencée par des entités, l'ego ou le plan astral. Il est conseillé de ne pas toujours tester sa parole en cherchant la vérité ou le faux, mais plutôt d'établir une fondation de connaissances qui peut s'étendre pour répondre aux questions de la vie. L'information et l'établissement ne sont pas la même chose, tandis que l'information peut être liée à l'ego et à une recherche d'image, l'établissement est basé sur la certitude et la capacité de supporter la vibration. Selon l'auteur, lorsque l'être humain conscient parle, il cherche à établir une base de certitude basée sur le vrai ou le faux. Cependant, il est toujours perturbé par l'incertitude qui se cache derrière cette certitude. La parole est vibratoire et évolutive, elle s'adapte à différents publics et perspectives, mais conserve une continuité dans le processus créatif. Plutôt que de remettre constamment en question ce qu'il dit à la lumière de la vérité, il est plus important de se concentrer sur la vibration de la parole et sa capacité à connecter avec différents aspects de l'existence. La parole établit plutôt qu'elle n'affirme, et elle est absolue dans le sens où elle est cohérente avec les différents niveaux de compréhension de l'individu. En travaillant avec la parole sur un plan vibratoire, la notion de vrai et de faux disparaît et permet une exploration occulte inestimable. Cependant, il faut du temps pour s'habituer à supporter cette parole et ne plus douter constamment de sa véracité. Avec le temps, l'ego apprend à faire confiance à cette parole vibratoire et cesse de remettre en question le vrai et le faux, ce qui lui permet de supporter sa propre parole. Dans cette discussion, Bernard de Montréal souligne l'importance de la parole pour établir une fondation solide dans le monde. Il affirme que lorsque l'homme parle, il crée, que ce soit par la parole ouverte ou la télépathie. Une fois que l'homme entre dans la parole consciente, il n'y a plus de limite à la connaissance. Le dialogue aborde également la question de l'engagement et de la vibration dans la parole. Bernard explique que la parole peut défendre deux causes opposées en même temps, car elle est capable de traiter avec le vrai et le faux. Par exemple, il mentionne l'évolution des races sur Terre, expliquant que certaines races sont destinées à disparaître tandis que d'autres se réincarnent dans de nouvelles races. Il souligne que la parole doit être respectueuse, en expliquant le rôle historique d'une race sans être péjorative envers celle-ci.
Il insiste sur le fait que la parole basée sur la vibration est capable de traiter de manière équilibrée avec ses sujets sensibles, tandis que la parole basée sur la forme et le vrai faux peut commettre des erreurs et être mal comprise. Selon lui, la parole doit être comprise dans le contexte réel pour éviter toute confusion ou interprétation négative. Lorsque l'on parle en public, on a une grande responsabilité car nos paroles peuvent avoir un impact sur les gens. Il est donc essentiel de contrôler la qualité de nos paroles, afin d'éviter de dire des choses abominables qui pourraient nuire aux individus, aux races ou aux nations, et créer des égrégores très négatifs. D'un point de vue psychologique, social, politique ou religieux, les individus sont tenus responsables de leurs paroles, car ils ont une responsabilité envers la société. Par exemple, dans certains pays occidentaux, la loi peut poursuivre les personnes qui propagent la haine par le biais de leurs paroles. Cependant, d'un point de vue cosmique, planétaire ou karmique, les individus ne sont pas réellement responsables de leurs paroles car cela relève de leur ignorance. La société évolue et tend à rendre les individus de plus en plus responsables de leurs paroles, mais il existe encore des cas où l'individu n'est pas pleinement responsable de ses actes. Certaines activités, comme la production de pornographie écrite, sont tolérées dans certaines sociétés malgré leur impact négatif. Cela montre que les individus ne sont pas pleinement responsables de leurs paroles ou des images qu'ils créent. Être responsable de sa parole signifie être en lien avec son esprit et avoir une conscience du pouvoir de nos paroles. Lorsque nous avons ce lien, nous avons la responsabilité de supporter nos paroles et de les diriger vers la lumière, c'est-à-dire vers la croissance et l'évolution des individus. En revanche, lorsque nous sommes inconscients, nos paroles n'ont pas cette capacité et ne sont pas pleinement responsables d'elles-mêmes. Ainsi, les individus vivent souvent le karma lié à leurs paroles. Un exemple de karma lié à la parole est l'affaire Rushdie et son livre Les versets sataniques. Si Rushdie avait été conscient et responsable de sa parole, il n'aurait pas écrit un livre qui dénigrait l'islam à un moment où les tensions religieuses étaient vives. Il a donc subi les conséquences de ses paroles et a été obligé d'être protégé par le gouvernement britannique. Si Rushdie avait écrit son livre d'une autre manière, en évitant les conflits comparatifs, il aurait pu exprimer ses idées de manière plus constructive et créative. En conclusion, canaliser sa parole de manière inconsciente et sans contrôle est comparable à du channeling ou à une communication occulte. Lorsque l'on canalise sa parole, on ne contrôle pas réellement ce qui est dit et on ne peut pas en assumer la responsabilité. Il est donc essentiel d'être conscient de notre parole et de la supporter pleinement, afin de créer un impact positif sur notre entourage. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de la polarisation entre le vrai et le faux qui attire certaines personnes. Il mentionne l'exemple des médias américains, où la parole est utilisée pour créer de grands contrastes et générer une tension psychique chez le public. Cette polarisation se manifeste également dans les religions, notamment chez les évangélistes, créant ainsi une tension constante entre le vrai et le faux. La télévision, au lieu de relaxer les gens, les met plutôt sur les nerfs, accentuant cette tension. Bernard de Montréal souligne que les personnes qui canalisent, que ce soit à travers les arts ou la télévision, créent des liens karmiques et des égrégores, qui influencent la vibration énergétique collective. Il pointe également du doigt la dégradation de l'humour et de l'esthétique dans les médias, qui manquent de profondeur et de finesse. Il affirme que la jeunesse porte une grande responsabilité, en entrant dans les arts et la communication publique, pour nettoyer ces égrégores et créer des formes d'expression plus ascendantes. Il conclut en insistant sur le fait que cette tension entre le vrai et le faux a un impact néfaste sur la société et que nous devons en payer le prix. Lorsque l'homme apprend à canaliser sa parole et à réaliser son pouvoir créatif, cela nécessite un certain niveau de conscience et de développement intérieur. La beauté, qui se manifeste à travers l'harmonisation des formes et des plans de vie, est une expression de la vibration de l'esprit. Si l'homme se détache de la beauté, cela peut conduire à une période tribale et à des égrégores néfastes comme la violence. À la fin du XXe siècle, certains secteurs de la société tendent vers la laideur tandis que d'autres se dirigent vers une forme froide de beauté, notamment dans l'architecture. Les gratte-ciel, par exemple, peuvent servir à isoler les individus qui ne s'adaptent pas au système et à créer des mondes vitrés où vivront ceux qui ont une conscience tribale. L'élément de la beauté est donc très important et peut mener à une séparation entre deux mondes, ceux qui s'adaptent à une convention sociale progressive et ceux qui se retrouvent dans des banlieues ou des ghettos. Les artistes, notamment ceux de la musique et du spectacle, jouent un rôle important dans la définition des critères et des paramètres de la civilisation du XXIe siècle.
Ils deviennent une nouvelle forme de royauté et disposent de capitaux phénoménaux pour rendre esthétique leur musique. L'esthétique dans la parole se situe dans les égrégores qu'elle crée. Si une musique rock crée de la violence, elle n'a pas d'esthétique, juste une impression. Il ne faut pas confondre l'impression avec l'esthétisme. Beaucoup de nos impressions sont confondues avec de l'esthétisme, mais nos sens ont été abrutis et nos sensibilités visuelles et auditives sont dégradées. On est plus intéressé par les impressions que par l'esthétisme. Cela conduit à une déchéance visuelle et auditive où on perd le sens de ce qui est réel et on est façonné par des marchands de la mort et de l'exploitation. Selon Bernard de Montréal, se rééduquer à l'esthétique nécessite de pouvoir se tenir seul face à ce que l'on reçoit et de respecter sa propre vibration. Il explique que l'homme ne peut pas développer son esthétisme s'il est constamment influencé par l'approbation des masses et des médias. Il faut apprendre à vibrer seul en fonction de ce que l'on reçoit et à juger par soi-même. Il souligne également l'importance de la vibration par rapport à la tendance, une vibration est rigide. Et forte, elle ne se discute pas, tandis qu'une tendance est plus astrale et discutable. Il explique que lorsque quelqu'un est impressionné, cela est automatiquement lié au pouvoir de la collectivité sur ses sens et son être astral et mental inférieur, ce qui diminue son identité. Ainsi, l'impression ne doit pas affaisser le corps astral, mais le nourrir. Il donne l'exemple d'un film de Bruce Lee, qui peut créer une forte impression chez les hommes, au point de les influencer dans leur comportement. Il souligne l'importance de rester conscient et de contrôler son énergie astrale et mentale lorsque l'on est impressionné. Bernard de Montréal explique que la société moderne est constamment centrée sur l'impression, que ce soit à travers la publicité, la mode, le design, etc. Cela crée une dépendance chez l'homme qui se sent obligé de se nourrir de ses impressions pour se sentir vivant, car il manque d'identité. Dans cette conversation, il est mentionné que l'ego joue un rôle dans le besoin de chercher à impressionner les autres. Cependant, avec le temps, cette habitude tend à disparaître. Il est souligné que s'auto-impressionner peut entraîner une perte d'identité. La clé pour enlever cette impression est de prendre conscience de sa propre intelligence et de se soutenir soi-même. Personne d'autre ne pourra convaincre une personne de son intelligence. Il est important de se donner la chance de s'exprimer et de partager ses idées avec les autres. Ouvrir la barrière et se laisser exprimer permet de découvrir sa véritable capacité. Il n'est pas spécifié s'il existe des situations privilégiées pour ouvrir cette barrière, mais il est mentionné que le fait d'expliquer quelque chose à quelqu'un de moins intelligent peut être un moyen de se sentir intelligent. Cependant, cela dépend de la personne et de sa réaction à cette situation. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde le sujet de la reconnaissance de l'intelligence chez les individus. Il explique qu'il est important de reconnaître et d'encourager même un petit peu d'intelligence chez les personnes, car cela les aide à gagner en confiance en elles-mêmes. Il rejette l'idée qu'il existe des personnes qui ne sont pas intelligentes, car tout le monde possède un certain degré de lumière intellectuelle. Il souligne le manque de générosité de la part des autres pour reconnaître l'intelligence des autres. Il explique que les individus sont trop occupés avec leurs propres problèmes d'intelligence et ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont. Il donne l'exemple d'un artiste qui a souffert pendant des années de ne pas être reconnu comme intelligent, mais qui a finalement pu trouver sa voie et gagner en confiance en lui-même. Bernard de Montréal conclut en disant que reconnaître l'intelligence des autres est essentiel pour leur permettre de développer leur confiance en eux.